Le deuxième dossier, j'ai pas eu trop d'idées pour le titre, je l'ai appelé Rouge. C'est le cas d'un homme de 73 ans qui vient aux urgences pour des céphalées, qui a également des symptômes peu habituels, des épisodes de douleur des extrémités, des mains et des pieds, en particulier quand il prend sa douche. Et puis il arrive avec la numération faite en ville qui montre 22 grammes d'hémoglobine, une hématocrite à 61%, des plaquettes à 470 000 par millimètre cube, avec une hyperleucocytose composée essentiellement de polynucléaires neutrophiles, un peu d'éosinophiles et de basophiles. Et la première question était donc de décrire cette numération. Le patient présente clairement une polyglobulie puisque l'hématocrite est supérieure à 54%, ce qui est la valeur seuil de l'hématocrite chez l'homme. Une polyglobulie qui est majeure, 61%, c'est tout à fait important. Il a également une thrombocytose, les plaquettes sont supérieures à 400 000, et une hyperleucocytose à polynucléaires neutrophiles. Quel diagnostic évoquez-vous et lequel est le plus probable? Alors devant une polyglobulie comme ça, aussi importante, le diagnostic le plus probable, c'est un syndrome myéloprolifératif de type maladie de Vaquez. Mais quand vous évoquez un syndrome myéloprolifératif, évoquez à chaque fois les autres syndromes myéloprolifératifs, en particulier la thrombocytémie essentielle. Éventuellement, vous pouvez évoquer une leucémie myéloïde chronique ou une myélofibrose primitive, mais dans sa phase débutante. Vous devez quand même évoquer les autres causes de polyglobulie qui sont les polyglobulies secondaires. Secondaires soit à une hypoxie chronique chez les patients insuffisants respiratoires chroniques, soit à une tumeur qui sécréterait de l'érythropoïétine, comme les tumeurs du rein, du foie ou du cervelet. La troisième question, comment allez-vous donc confirmer votre diagnostic? Là, devant un tableau comme ça, le principal diagnostic à évoquer, c'est la maladie de Vaquez. Et donc, vous allez, pour avancer dans ce diagnostic, faire un examen clinique à la recherche d'un syndrome tumoral, une splénomégalie ou une hépatomégalie. Et puis, vous allez quand même réaliser une échographie abdominale qui vous permettra d'apprécier plus précisément la splénomégalie et qui vous permettra, dans le même temps, de rechercher une tumeur rénale ou une tumeur hépatique. Pour éliminer une polyglobulie secondaire, vous allez mesurer la saturation de votre patient. Il n'est pas nécessaire de réaliser un gaz du sang si la saturation du patient en air ambiant est supérieure à 95%, parce qu'on ne peut pas imaginer une hypoxie chronique responsable d'une telle polyglobulie qui n'entraîne pas de désaturation, et donc il n'y a pas d'intérêt au gaz du sang. Et puis pour affirmer le diagnostic de la maladie de Vaquez, vous allez rechercher la mutation V617F du gène JAK2, qui est la mutation retrouvée dans plus de 95% des patients qui ont une maladie de Vaquez, et doser l'érythropoïétine sérique avec une érythropoïétine sérique basse ou normale et une mutation de JAK2. Il n'y a pas d'autre diagnostic possible que la maladie de Vaquez et vous remplissez les critères diagnostiques positifs de cette maladie. Il y a d'autres examens qui étaient pratiqués essentiellement avant qu'on ait découvert la mutation V617F de JAK2 qui peuvent être effectués dans un second temps si le diagnostic n'est pas évident. Et ces examens, ce sont la culture des progéniteurs érythropoïétiques en l'absence d'érythropoïétine. Si vous prenez la moelle de quelqu'un de normal, que vous lui faites un myélogramme et que vous placez ces progéniteurs érythroïdes en culture, ils vont tous mourir si vous ne rajoutez pas d'érythropoïétine puisqu'ils sont dépendants de l'érythropoïétine pour leur croissance. Par contre, dans le cas de la maladie de Vaquez, la mutation V617F de JAK2 fait croire aux progéniteurs qu'il y a une activation du récepteur à l'érythropoïétine et donc ils sont capables de proliférer en l'absence d'érythropoïétine et c'est un signe de maladie de Vaquez. L'autre examen, éventuellement, c'est le karyotype médulaire qui parfois peut montrer une anomalie clonale dans les progéniteurs érythroïdes. Et puis, il y a cet examen qui est la mesure isotopique de la masse globulaire qui est indiqué pour affirmer la polyglobulie quand l'hématocrite est compris entre 54 et 61%. Et donc, on peut se demander si c'est une polyglobulie vraie ou une polyglobulie liée uniquement à une hémoconcentration. Actuellement, cet examen est en perte de vitesse puisqu'il est difficile à réaliser et n'est fait que dans certains centres.
et qu'il n'apporte pas forcément d'aide au diagnostic maintenant que la mutation de JAK2 est identifiée et facile à diagnostiquer. Quelle est la limite d'hématocrite permettant d'assurer la polyglobulie et de surseoir au calcul de la masse globulaire? Donc, comme je viens de vous l'expliquer, on parle de polyglobulie à plus de 54%. À plus de 57%, on disait avant qu'il n'y avait pas besoin de faire de mesure de la masse globulaire. Je pense que cet examen ne garde une place qu'en seconde intention si la mutation de JAK2 est absente et si l'autre mutation de JAK2 qui n'est pas V617F mais la mutation de l'exon 12 est également absente, c'est-à-dire chez peut-être 1% des patients qui ont une maladie de Vaquez et encore. Et donc en pratique, c'est un examen qui n'a plus beaucoup d'indications. La question 4, c'était une question plus clinique. Je vous demandais d'expliquer quels étaient les syndromes cliniques présentés par ce patient, ces douleurs dans les extrémités et les céphalées, et quels autres signes cliniques vous alliez rechercher. Donc, ces douleurs dans les extrémités renforcées par le contact de l'eau, donc sous sa douche, ça s'appelle des érythromélalgies. C'est lié en fait à des troubles de la microcirculation chez les patients au niveau des capillaires dans les membres. Et les céphalées, par contre, doivent vous alerter puisque c'est un signe qui fait partie du syndrome d'hyperviscosité qui peut être vu chez les patients qui ont une maladie de Vaquez ou chez des patients qui ont, par exemple, une leucémie aiguë myéloïde avec hyperleucocytaire ou une augmentation de la viscosité sanguine. Et là, vous devez rechercher d'autres éléments de ce tableau d'hyperviscosité comme des troubles sensoriels, acouphènes, phosphènes, vertiges et des troubles de l'hémostase puisque dans le syndrome d'hyperviscosité, il y a parfois des syndromes de Willebrand acquis et donc il peut y avoir en particulier des épistaxis ou bien au contraire des thromboses. Il est de bon ton chez ce patient de réaliser un fond d'œil à la recherche d'un œdème papillaire qui traduirait une hypertension intracrânienne en lien avec l'hyperviscosité. La 5e question, c'était je vous demandais d'expliquer les complications auxquelles ce patient est exposé. Donc il y a des complications aiguës du syndrome d'hyperviscosité, des accidents thromboemboliques, donc immédiatement en aigu. Et puis il y a des complications au long terme. La maladie de Vaquez est un fort facteur de risque de thrombose et donc c'est la principale complication des maladies de Vaquez. Du fait de la prolifération, comme dans tous les syndromes myéloprolifératifs, on a également une hyperuricémie qui peut être responsable de crises de gouttes, et donc ça fait partie des complications, mais qui sont bien sûr moins graves que les précédentes. Et puis la complication de tous les syndromes myéloprolifératifs, c'est l'évolution vers une leucémie aiguë myéloïde, la transformation vers une leucémie aiguë myéloïde, qui fait bien sûr là toute la gravité de ces maladies. La 6e question, je vous demandais quel traitement vous allez proposer à votre patient immédiatement et au long cours. Alors immédiatement, ce patient a un hématocrite qui est très élevé et déjà des signes d'hyperviscosité que sont les céphalées, l'érythromélalgie. Et donc vous devez absolument faire baisser rapidement son hématocrite. Pour ça, on revient à la médecine de Molière en faisant des saignées. On enlève 300 à 500 cc de sang à ce patient, ce qui va permettre de faire artificiellement baisser l'hématocrite et de résoudre le problème de l'hyperviscosité de façon aiguë. Si on ne fait rien de plus, la production de globules rouges va recommencer et le patient va se retrouver dans le même état 2 à 3 semaines plus tard. Et donc il y a deux solutions pour diminuer le taux d'hématocrite, soit un traitement cytoréducteur par chimiothérapie orale qui s'appelle l'Hydrea, c'est un à 2 comprimés à prendre tous les jours, soit un traitement par des saignées itératives. On fait aux patients toutes les 2-3 semaines une saignée de 200 à 300 cc de sang. Ça entraîne une carence martiale et cette carence martiale va freiner l'érythropoïèse et empêcher d'avoir une polyglobulie symptomatique. Doit-on également traiter par un hypouricémiant en prévention primaire des crises de gouttes? Alors normalement, l'allopurinol, le Zyloric, n'a pas d'indication en prévention primaire de la goutte chez les patients hyperuricémiques. Maintenant, c'est vrai que dans ce cadre-là, au moins avant que le traitement cytoréducteur soit efficace et que l'uricémie est baissée, on a tendance à prescrire assez facilement du Zyloric pour diminuer le risque de crise de goutte.
Et est-il indiqué en aigu de faire des échanges plasmatiques? Non, il n'y a aucune indication aux échanges plasmatiques, puisque ceci ne ferait pas baisser la masse globulaire, enfin l'hématocrite. Et la maladie de Vaquez est une maladie des progéniteurs érythroïdes, et donc des cellules, et non pas du plasma. Donc il n'y a aucune indication aux échanges plasmatiques.